Voilà, donc je vais vous parler d'un problème qui pour moi n'est pas du ou pas, réaliser systématiquement une colostomie de protection en cas de résection rectale basse. Alors avant toute chose, il y a un problème de définition. Dans la littérature qui est essentiellement anglo-saxonne, on parle de résection antérieure basse du rectum. Ça veut dire qu'on inclut pratiquement dans toutes les publications, toutes les anastomoses qui sont sous-douglassiennes. On ne fait pas la distinction entre, je veux dire, ce qu'on appelle actuellement la PME et la TME. On ne fait pas non plus nécessairement de distinction entre la colorectale et la colo-anale. Et donc, il est difficile de tirer des conclusions définitives. Je vais quand même essayer d'aborder le problème avec vous en disant quel est le problème actuel. Le problème, c'est que puisqu'on fait de plus en plus de chirurgie avec conservation sphinctérienne, on est confronté à un taux de récidive de plus en plus important qu'on ne rencontrait pas avec les amputations abdominopérinéales. Et ce taux de récidive, globalement, il est de l'ordre de 10%. Alors, le problème, c'est que ces récidives anastomotiques entraînent non seulement une augmentation de la morbidité, une augmentation du taux de réintervention précoce, mais vous avez surtout également une altération du résultat fonctionnel chez ces patients, soit liée à des sténoses, soit éventuellement de la fibrose au niveau du truc. Et dernier élément qui n'est pas non plus négligeable, c'est que vous avez aussi, même s'il n'y a pas d'explication non plus tout à fait rationnelle, une augmentation du taux de récidive locorégionale et une diminution de la survie globale. Donc la récidive anastomotique, c'est quelque chose qui est tout sauf anodin. Et donc, une première approche pour régler le problème, c'est de dire on va mettre de façon systématique à tous les patients qui ont une anastomose rectale basse une stomie de protection. Et effectivement, si l'on se réfère aux données à la fois des études randomisées, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5 au total qui ont été reprises dans la série de la Cochrane Database, et les études également comparatives non randomisées, on se rend compte que le fait de poser une stomie de protection va diminuer de façon très significative le risque de fistule anastomotique, va aussi diminuer de façon très très significative le taux de réopération, mais par contre, ça ne va pas influencer de façon significative la mortalité globale de votre geste chirurgical. Alors, petit élément, vous avez le choix lorsque vous faites une stomie de dérivation entre une iléostomie et une colostomie. De nouveau, il existe une revue donc dans la donnée Cochrane qui ont comparé les iléostomies et les colostomies. C'est difficile de tirer aussi des conclusions globales, mais globalement, il faut retenir que l'iléostomie semble donner moins de complications que la colostomie, notamment essentiellement sous forme de moins de prolapsus. Ça, c'est quelque chose qui semble être démontré. Et il semblerait aussi que la morbidité au moment de la fermeture de la stomie soit moins importante en cas d'iléostomie. Donc globalement, si vous avez le choix entre une iléocolostomie, actuellement, la balance, elle penche plutôt en faveur d'une iléostomie qu'une colostomie. Ceci dit, si vous avez l'habitude de faire des colostomies, en dehors des problèmes éventuellement de vascularisation lors de la fermeture de la colostomie, ça ne pose pas de problème, je vais dire, philosophique. Alors, le problème de créer une stomie, bah, ça c'est clair, vous avez automatiquement 2 hospitalisations, 2 opérations et ça a un coût. Et d'autre part, la stomie elle-même est loin d'être dénuée de complications. Vous avez un taux de complications, en tout cas c'est notre expérience, qui sont liées notamment à la stomie elle-même. Bon, je vais passer les complications locorégionales qui sont de peu d'importance, mais par contre vous avez un risque de déshydratation et d'insuffisance rénale aiguë qui est vraiment très important. Je pense que si vous faites ce genre de choses, vous avez tous des patients qui sont passés en dialyse à cause d'une iléostomie. En tout cas, nous avons cette expérience-là. Et d'autre part, la fermeture de l'iléostomie elle-même, c'est pas non plus toujours un geste sans, je veux dire, simple. On a des séries qui rapportent des complications jusqu'à 30% au moment de la fermeture de l'iléostomie, soit sous forme de fistule, d'occlusion, d'abcès, enfin bref, avec une morbidité aussi de 2%. Et donc, j'ai rapidement revu notre expérience qui porte ici sur environ 70 patients qui sont uniquement des TME. Donc, il n'y a pas de PME dans ceci, c'est uniquement des TME. Et nous avons comparé 2 groupes, ceux qui ont eu une iléostomie, ceux qui n'ont pas eu d'iléostomie. Alors d'office, il y a des biais de sélection, parce que dans le groupe sans iléostomie, il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Il y avait beaucoup plus, dans le groupe avec iléostomie, par contre, il y avait beaucoup plus de T3 et de T4. Il y avait beaucoup plus de patients qui avaient été irradiés en préopératoire. Donc il y a un biais de sélection, mais ce qui nous a frappé, c'est de se rendre compte que nous avons les mêmes choses que dans la littérature, c'est que nous avons moins de fistules dans le groupe avec stomie, nous avons moins de réintervention dans le groupe avec stomie, mais si par contre vous regardez le taux de complications globales incluant les 2 hospitalisations, on est au même taux de complications. Ça veut dire que
ce qui est gagné en termes de fistule anastomotique, vous le perdez en termes d'insuffisance rénale, d'abcès, etc., etc. Et en termes d'hospitalisation, très clairement, dans notre groupe, nous avons moins de durée d'hospitalisation moins importante dans le groupe sans stomie. Alors, bien sûr, il y a des facteurs prédictifs et nous avons déterminé dans notre expérience 3 facteurs prédictifs. Le score ASA 3 ou 4. Certes, une stomie de protection, ça diminue le risque, et le risque est également augmenté chez les patients qui ont une radiothérapie préopératoire. Très rapidement, si l'on exclut les patients à risque dans notre série, vous vous rendez compte que les patients qui n'ont pas de stomie, par rapport à ceux qui ont une stomie, ont exactement les mêmes résultats. Mais de nouveau, il y a un biais de sélection. Ce ne sont pas les mêmes patients. Donc, l'idéal pour ceux qui sont en faveur d'une iléostomie sélective, parce qu'il faut savoir que environ 80 à 90% des patients à qui vous allez mettre une iléostomie vont avoir une iléostomie pour rien. Parce que si vous n'avez pas mis une iléostomie, il ne se serait rien passé. Ça serait de définir, de réaliser une iléostomie, je veux dire, sélective chez les patients chez qui vous avez une difficulté chirurgicale. Par exemple, un test positif à l'air lorsque vous testez la continence de l'anastomose, des collerettes incomplètes, et également des patients qui seraient à haut risque de facteurs. Alors, c'est là où c'est probablement le problème le plus délicat, c'est de définir quels sont les facteurs de risque de développer une fistule anastomotique. Et si vous lisez la littérature, un article va vous dire blanc et l'article suivant va vous dire noir. Et c'est très difficile de faire la part des choses entre savoir ce qui est vraiment là. Alors, ce qui me paraît important de savoir, c'est que le risque de fistule anastomotique, très clairement, est augmenté chez les patients de sexe masculin, est augmenté chez les obèses, est augmenté chez les patients ASA 3 et 4, est augmenté aussi chez les patients qui ont des tumeurs basses ou de grands volumes, et semble aussi être augmenté chez les patients qui ont une radiochemothérapie préopératoire, mais de nouveau, c'est entre parenthèses que je vous dis ça, parce que si vous analysez que ce simple item, si vous regardez en analyse multivariable, en général, ça n'est pas significativement voilà. Alors, en termes de chirurgie aussi, ce qu'on sait, c'est que si vous avez une chirurgie qui saigne beaucoup, ben vous avez plus de risques. Si vous avez une anastomose qui est à moins de 5 cm de la marginale, vous avez beaucoup plus de risques d'avoir une fistule anastomotique. Vous avez aussi plus de risques si vous avez, lorsque vous faites une anastomose colocidale, si vous avez plus de 2 rangées d'agrafes pour fermer votre moignon rectal. Il était conseillé de mettre un drain pelvien, mais l'étude de Ricard 55 ou 82 de 19, bref, il y a tellement d'études, dit le contraire actuellement. Donc, de nouveau, on arrive au fait que tout le monde se contredit. Et moi, je pense aussi que c'est intéressant de mettre un drain transanastomotique. Alors, ce qui est aussi important, c'est qu'il y a maintenant quelques études qui ressortent et qui semblent démontrer que plus vous associez les facteurs de risque, plus vous augmentez le risque de fistule anastomotique. Ça paraît logique, mais c'est démontré. Et donc, en pratique, la mise en place d'une stomie de protection, ça reste le gold standard, ça reste ce qui est conseillé. Je ne vais pas vous dire demain, ne faites plus de stomie. Par contre, c'est illogique, parce que 80% des patients à qui vous allez mettre une iléostomie ne va pas en bénéficier. Alors, ce qu'il faudrait idéalement, c'est définir les patients qui sont peu à risque de faire une fistule anastomotique, et à ces gens-là, je pense que vous pouvez leur proposer de ne pas mettre d'iléostomie de protection. Ce sont des patients, bien sûr, qui n'ont pas beaucoup de facteurs de risque, je dirais maximum 2, mais j'insiste sur un dernier point, vous devez avoir un dialogue très personnalisé avec ce patient, et bien lui expliquer le risque, et lui dire que si jamais il a le moindre complication post-opératoire, ne serait-ce qu'un peu de température, ou vraiment peu de choses, qu'il ne faudra pas hésiter, si nécessaire, à le ramener au bloc opératoire pour faire une iléostomie de protection immédiate pour éviter les conséquences néfastes d'une fistule anastomotique. Voilà. Je vous remercie de votre attention.